Bonjour. L'épisode précédent avait porté sur le corps des dôles. Nous rappelons que, dans la situation normale, il n'existe pas de granulation basophile ni d'inclusion cytoplasmique basophile dans le polynucléaire neutrophile. Les corps des dôles sont des inclusions bleutées correspondant à un reliquat de réticulum endoplasmique rugueux des polynucléaires neutrophiles immatures. Les corps des dôles se voient constamment au cours de l'anomalie héréditaire des May et Glen et parfois au cours de certaines anémies et polynucléoses. Les corps des dôles sont également présents dans les neutrophiles en cas de scarlatine ou de certains états infectieux. Aujourd'hui, nous présentons le 11e et donc le dernier épisode de cette série. Cette dernière séquence est intitulée « Formule d'Arnett ». Mais avant de parler de la formule d'Arnett, il est indispensable de rappeler que le noyau du granulocyte neutrophile est segmenté et contient une chromatine rouge foncé condensée en motte. Environ 40% des polynucléaires neutrophiles ont 3 lobes nucléaires, souvent bien individualisés, reliés entre eux par un fin fil de chromatine. Les lobes ne sont pas tous de taille identique. Le nombre de lobes des granulocytes neutrophiles augmente avec l'âge de la cellule. C'est-à-dire, plus la cellule est mature, plus son noyau est segmenté. Ainsi, nous avons, dans la situation normale, 0 à 5% des granulocytes à noyau non segmenté, 10 à 35% à noyau bilobé et 40 à 50% à noyau trilobé. Alors, c'est quoi la formule d'Arnett? La formule d'Arnett est une formule résultant d'une classification des polynucléaires neutrophiles suivant le nombre de lobes nucléaires. Quel est le but de la formule d'Arnett? Le but de la formule d'Arnett est d'apprécier la maturation des granulocytes neutrophiles et déterminer s'il y a déviation à droite ou à gauche, c'est-à-dire vers une hyper ou une hyposegmentation du noyau. Quelle en est la procédure? La technique consiste premièrement à compter 100 granulocytes neutrophiles en déterminant le nombre de lobes du noyau. Ensuite, il faut établir le pourcentage pour chacun des types présents et reporter ces indications sur un graphique. Alors, comment interpréter les résultats? S'il y a un pourcentage plus élevé de noyaux non segmentés, à un lobe ou à 2 lobes, donc présence de granulocytes plus jeunes, on observe une déviation à gauche de la courbe normale. Sur ce graphique, la courbe rouge
représente la déviation à gauche. S'il y a un pourcentage plus élevé de noyaux à 4, 5 lobes ou plus, donc présence des granulocytes plus mûrs, on observe une déviation à droite de la courbe normale. Sur ce graphique, la courbe grise représente la déviation à droite, alors que la courbe bleue illustre la situation normale. Alors, dans quelle maladie peut-on observer une déviation de la courbe normale? La déviation à gauche de la courbe normale apparaît surtout dans les infections aiguës, ou bien après une hémorragie, ou bien dans les maladies toxiques, ou encore dans l'anomalie des Pelgé. La déviation à droite se voit dans les anémies mégaloblastiques, dans certaines maladies chroniques du foie et des reins, et dans le cas d'une anomalie héréditaire ou hypersegmentation héréditaire. À partir de la formule d'Arnett, on peut calculer l'indice nucléaire de Schilin en multipliant chaque pourcentage par le nombre de lobes et en divisant par 100. La valeur normale de l'indice nucléaire de Schilin est de 3,17 plus ou moins 0,25. Donc là, nous avons la valeur normale de l'indice de Schilin, 3,17 plus ou moins 0,25. Voici un exemple. On demande de calculer l'indice nucléaire chez une personne dont les granulocytes à noyau non segmenté représentent 5% des polynucléaires neutrophiles, ceux à 2 lobes 30%, à 3 lobes 50%, à 4 lobes 15%, à 5 lobes ou plus 0%. En multipliant chaque pourcentage par le nombre de lobes et en divisant par 100, on obtient des valeurs dont la somme vaut 2,75. L'indice nucléaire de cette personne est donc de 2,75. Cet indice est bas car, comme nous l'avons dit si haut, la valeur normale varie de 2,92 à 3,42. Analysons maintenant ce cas clinique. Madame Suzanne, âgée de 28 ans, vient consulter pour mort fœtale in utero à répétition. Dans ses antécédents personnels, on note qu'elle est geste 3, parité 3, avortement 0, décès 3, enfant vivant 0. Elle a eu ses dernières règles il y a une semaine. L'espace intergénésique est de 3 ans et il y a 2 ans depuis que la dernière mort fœtale in utero a eu lieu. Madame Suzanne n'est ni diabétique ni hypertendue. Elle n'a pas d'antécédent de prééclampsie, ni d'hématome rétroplacentaire, ni de traumatisme, ni de placenta prévia, ni de prise d'alcool, ni de drogue pendant les grossesses.
À l'examen physique, on note un bon état général, les conjonctives palpébrales colorées, les conjonctives bulbaires anictériques. Les signes vitaux sont dans les normes. En bref, l'examen physique est non contributif. Le médecin se propose alors de rechercher les causes de ces morts fœtales in utero. Remarquons que l'anamnèse et l'examen physique ont déjà permis d'exclure certaines causes majeures, notamment l'hypertension artérielle et ses complications, la prise de toxiques et le traumatisme. Le médecin poursuit ses investigations. Il demande la glycémie pour exclure le diabète, le bilan hépatique et rénal pour rechercher les problèmes hépatiques ou rénaux, l'examen cytobactériologique des urines et le frottis vaginal pour exclure une infection urogénitale, et enfin, la sérologie cytomégalovirus, VIH et parvovirus B19. Signalons aussi que le groupage sanguin de deux conjoints et la recherche des anticorps irréguliers pour exclure une incompatibilité fœto-maternelle et une anémie hémolytique du nouveau-né ont été faits. Mais tous les résultats biochimiques et immunologiques demandés paraissent normaux et donc non contributifs. La numération formule sanguine faite à l'automate d'hématologie révèle une hyperleucocytose. Cette hyperleucocytose est à prédominance neutrophilique. On procède alors à l'analyse du frottis sanguin périphérique. Voici ce que révèle l'analyse cytomorphologique du frottis sanguin périphérique. Parmi les 25 polynucléaires neutrophiles présents sur cette diapositive, nous constatons que 10 ont un seul lobe. Et 15 en ont 2. Ceci nous permet de calculer l'indice nucléaire de Schilin. Les neutrophiles à noyau non segmenté représentent 40% des neutrophiles. Ceux à noyau bilobé représentent 60%. En appliquant la formule, on obtient un indice de Schilin égal à 1,6. Cette valeur étant inférieure au minimum normal, la formule d'Arnett est donc déviée à gauche. En revenant sur notre frottis sanguin, nous constatons en outre que le noyau de la majorité des granulocytes neutrophiles est bilobé. On observe 2 lobes ronds ou ovalaires reliés par un fil de chromatine. Cet aspect, appelé pince-nez, est caractéristique de la forme hétérozygote
de l'anomalie de Pelger. Dans la forme homozygote, le noyau de la majorité des polynucléaires neutrophiles aurait un seul lobe et une forme grossièrement circulaire. Donc, à la question « Quel est votre diagnostic ?», nous donnons la réponse suivante. Devant cette femme aux antécédents de mort fœtale in utero, chez qui l'examen hématologique a mis en évidence une hyperleucocytose à prédominance neutrophilique, une prééminence des neutrophiles à noyau bilobé, un aspect pince-nez des neutrophiles et une formule d'Arnett déviée à gauche, nous pensons à l'anomalie de Pelger dans sa forme hétérozygote. L'aspect pince-nez de neutrophiles étant pathognomonique de l'anomalie de Pelger, les autres hypothèses diagnostiques d'une déviation à gauche de la formule d'Arnett tombent en désuétude. Ainsi, malgré l'hyperleucocytose à prédominance neutrophilique révélée par l'automate d'hématologie, nous ne sommes pas ici devant un cas d'infection aiguë ou de maladies toxiques quelconques. Madame Suzanne est donc porteuse de la forme hétérozygote de l'anomalie de Pelger. Cette anomalie est causée par des changements dans le gène du récepteur de la lamine B, appelé LBR pour lamine B récepteur. Ce récepteur est responsable de la forme du noyau de la cellule et de la distribution de la chromatine. En outre, la mutation du gène lamine B récepteur entraîne une diminution de l'activité de la 3-bêta hydroxystérol delta 14 réductase. L'union entre un homme porteur de la mutation hétérozygote du gène LBR et une femme porteuse de la même anomalie aboutit à la formation d'un fœtus porteur de la mutation homozygote du gène LBR. Cette forme homozygote pourrait conduire à des phénotypes très graves comme la dysplasie de Grünberg. Cette maladie est létale in utero et les fœtus atteints sont considérés comme non viables. Madame Suzanne et son mari sont donc des porteurs sains de la mutation du gène LBR. Bien sûr, cette hypothèse est à confirmer par un test génétique. Chers camarades, que peut-on dire sur la dysplasie de Grünberg? La dysplasie de Grünberg ou nanisme létal type Grünberg est une dysplasie squelettique très rare et létale caractérisée par un hydrops fetalis, des membres courts et une calcification anormale des os et des cartilages. La maladie est létale in utero et les fœtus atteints sont considérés non viables. Cette maladie est transmise sur le mode autosomique récessif et elle est due à une mutation du gène codant pour le récepteur de la lamine B qui appartient à la famille des stérol réductase. Chers camarades, les anomalies morphologiques des cellules sanguines sont nombreuses.
Comme nous venons de le constater chez Madame Suzanne, le frottis sanguin a été un outil indispensable pour le diagnostic. La numération formule sanguine à l'automate d'hématologie ainsi que d'autres examens biochimiques et immunologiques étaient nécessaires mais pas suffisants pour poser un bon diagnostic. Chers téléspectateurs, la production de l'émission Morphologie en hématologie que vous venez de suivre est une action située au premier stade du processus de changement de comportement, c'est-à-dire le stade cognitif. La finalité étant d'atteindre le stade conatif en passant par le stade affectif. Ce message pour le changement de comportement invite les laboratoires équipés d'automates d'hématologie à ne pas abandonner la lecture minutieuse des lames des frottis sanguins périphériques. Ce message invite les laboratoires dépourvus d'automates d'hématologie à rechercher, en plus de la formule leucocytaire, les anomalies morphologiques des éléments figurés du sang. Le changement de comportement ancien et l'adoption de nouveaux comportements améliorera la qualité de nos services et produira la satisfaction de nos clients. En bref, il ne suffit pas de connaître toutes les anomalies morphologiques des cellules sanguines, mais il faut les rechercher chez tous les patients pour ne pas passer à côté des vrais problèmes des malades. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 11e épisode intitulé Formule d'Arnett. Au revoir.